Bon, donc j'attends les diapositives pour le transport des marchandises. Non. Bon, de toute façon, je commence en attendant les diapositives. Le transport est un sujet fondamental pour l'Afrique. Fondamental et il est une source de problèmes inattendus. En Afrique, le transport peut atteindre 30% de la valeur des produits importés ou exportés, ce qui est un montant absolument considérable. Et quand on analyse finement les choses, ce n'est pas qu'un problème de qualité des routes, c'est vraiment un problème de système, et c'est ça que je vais essayer de traduire. Il y a d'autres problèmes de transport, ou du moins de mobilité, qui sont aussi terriblement intéressantes. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur le transport urbain et l'extension des villes fait que l'Afrique est un lieu où s'expérimentent finalement des besoins tout à fait originaux, même par rapport à l'Asie. Et ensuite, les besoins des zones rurales, et là encore, complètement inattendu. C'est un pays qui a encore pour 60% de sa population une activité agricole qui génère les emplois, 60% de gens qui travaillent dans l'agriculture. C'est un problème de mobilité en zone rurale qui est particulièrement singulier. Donc, quel est le contexte pour commencer? C'est là? Ah, voilà. Ah, je suis allé trop loin. Donc, déjà, la taille du continent, on l'a vu, est un problème tout à fait fondamental. Le fait qu'il ait une grande population, qui est un pourcentage important de la population mondiale avec une grande croissance, qu'il ait un nombre d'États souverains très important est vraiment un problème. Ensuite, de manière inattendue, le découpage de l'Afrique en sous-régions est quelque chose qui ne traduit pas forcément des réalités suffisantes pour faire des analyses par sous-continent. Quand on voit le regroupement, on voit qu'il est différent suivant que l'analyse porte essentiellement sur des données économiques ou sur des données politiques ou sur des données géographiques. Ça rend les regroupements nécessairement un peu artificiels et souvent pour avoir un portrait fidèle, il faut aller jusqu'à l'identification spécifique de l'État ou de la nation que l'on veut considérer. Le problème du transport est bien sûr très très lié à la distribution des densités de population et l'Afrique est un continent où il y a d'énormes écarts de densité, une espèce de mer qui est le Sahara avec une faiblesse de population comparable presque à celle qu'on trouve sur les étendues liquides et une concentration dans les villes qui est tout à fait spectaculaire et qui est en train de croître et qui pose des problèmes singuliers là encore. On a aussi un contexte économique qui est particulier. Beaucoup de pays d'Afrique comptent parmi les moins développés du monde, donc on parle d'un sujet, d'une problématique dans un ensemble de pays qui sont en voie de développement, mais particulièrement désavantagés compte tenu des richesses disponibles. Alors, la croissance économique, néanmoins, est une bonne nouvelle, puisqu'elle est en gros à peu près assurée. On est convaincu qu'elle va se mettre en place et durer. On n'est jamais sûr du futur sur des très longs termes, mais les moteurs de la croissance vont trouver un relais à l'agriculture, même si l'agriculture reste un des éléments centraux pour la croissance économique. On voit peu à peu une amélioration de la situation pour les exportations de matières premières et d'énergie, et on voit le secteur des services émerger peu à peu. Donc on est réellement en droit de penser que la croissance africaine est durablement établie, même si, là encore, elle est différenciée suivant les sous-régions. Si on analyse le commerce des marchandises, la situation est beaucoup plus complexe. L'Afrique semble être un acteur réellement tout petit du commerce des marchandises, on le voit dans ce diagramme, et ce diagramme n'illustre pas, ou ne prend pas en compte le fait que 30% du coût import ou export est lié au transport. Donc là, on ne voit que les échanges en valeur. Et dans ces échanges en valeur, on comprend bien que l'Afrique est un pays qui n'a pas de partenariat fort avec les autres gros continents. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que les échanges intra-africains, entre pays africains, sont extrêmement petits. Ils ne pèsent que 10% des échanges des différents pays. Et 10%, on trouve des situations un peu comparables en Asie, mais c'est quelque chose de particulièrement faible qui va totalement conditionner le développement des réseaux et des solutions de transport.
Alors le système de transport de marchandises, vu de manière très résumée, c'est un transport maritime qui est incontournable. On a bien vu que l'Afrique, elle aborde le commerce international par ses ports. Un transport ferroviaire qui a un rôle réduit, plutôt déclinant par rapport à la croissance des autres modes de transport, et qui est plutôt héritier, disons, au moins d'une période coloniale. Le transport aérien a un grand potentiel, mais son rôle est limité en termes de transport de marchandises. Et les transports terrestres représentent plus de 80% du trafic interurbain et inter-État. Donc le transport ferroviaire, juste pour mémoire, la densité du réseau est faible, il y a des hétérogénéités d'écartement de voies, même à l'intérieur de nos sous-régions, et donc actuellement il n'est pas considéré en tous les cas par la Banque mondiale ou par l'Union européenne comme étant en mesure d'être structurant. Donc ce n'est pas lui qui est pris en considération comme l'élément structurant en provenance des transports terrestres. Les transports maritimes, ils sont très importants, puisque c'est eux qui vont alimenter le transport terrestre. Il y a dans le transport maritime comme dans le transport terrestre une efficacité qui est fortement diminuée par le principe d'accord d'utilisation des services portuaires. Dans le cas du maritime, c'est un accord qui s'appelle 40-40-20, qui dit que 40% des capacités sont apportées par le pays importateur, 40% par le pays fournisseur et 20% par des tiers. Et ce système a tendance en général à créer des situations de rente ou de quasi-monopole qui ne permettent pas un établissement d'une libre concurrence. Si on regarde les ports, le transport maritime néanmoins a une autre singularité, c'est que sur les 53 pays africains, 6 sont des pays insulaires, et donc là, évidemment, le transport maritime est absolument incontournable, et 15 sont des pays enclavés, et dans ce que je vais présenter, je vais insister sur les problèmes que pose cet enclavement, qui est une singularité. Les pays d'Afrique, les pays qui ne sont pas côtiers, sont en général entre 1000 et 1500 km des côtes, des zones maritimes, donc il y a une vraie distance, et ils sont réellement coupés par des espaces longs. Alors les ports sont confrontés à des problèmes d'équipement, je l'ai dit, parce que l'absence de concurrence finalement et de compétition conduit en général à beaucoup de conservatisme dans la modalité technique. Et autre signe qui est lié au précédent bien sûr, c'est que en Afrique, la moyenne d'âge des navires est beaucoup plus élevée que ce l'est dans le monde en général, puisque 80% des navires africains ont plus de 15 ans, alors que dans le monde, c'est plutôt 15%. Donc on a une flotte vieillissante. Les principaux ports de conteneurs, et j'insiste plus sur les ports de conteneurs que sur les débouchés de minerais et autres, sont très clairement dominés par ceux qui se situent en Afrique du Nord et ceux qui se situent en Afrique du Sud. On voit apparaître peu à peu des ports de conteneurs en Afrique de l'Ouest qui ont une grosse importance. Ils ont une croissance très significative et ils se développent en partie aussi grâce à une activité de cabotage qui fait qu'ils irradient tout le golfe de Guinée. Le transport aérien, je passe, il y a un grand nombre d'aéroports. Sur les 4000 aéroports, 20% sont équipés de pistons durs, et ensuite on trouve finalement qu'il n'y en a que 117 qui sont classés aéroports internationaux, ce qui est très peu compte tenu de la taille du continent. Leur part reste modeste, mais ils représentent un potentiel de croissance tout à fait remarquable, et c'est vrai qu'actuellement ils sont plus dédiés au trafic passager qu'au fret, puisqu'ils pèsent 5,2% du trafic passager. Les transports terrestres représentent une assez grande diversité. La route est le mode de transport dominant, avec entre 80 et 90% du trafic inter-État et interurbain. C'est le seul moyen d'accès aux zones rurales, et tout cela se passe avec un réseau routier qui est très peu dense, qui est mal entretenu, et en particulier quand on regarde la distribution du réseau routier dans les pays du Sahel, elle est particulièrement faible. Alors, en plus de cela, il y a une pratique de la surcharge qui fait que c'est un réseau qui a tendance à être dégradé par le mode d'utilisation qu'en ont les transporteurs. Alors, les objectifs d'amélioration ont été des objectifs intéressants parce qu'ils n'ont pas forcément trait à la desserte des pays enclavés. Il y a eu des décisions politiques communes qui est de réduire de moitié la proportion de population rurale vivant à plus de 2 km d'un mode de transport utilisable en toute saison.
Ça veut dire que cette population-là est très importante. De réduire de 50% la différence entre les coûts moyens de transport en Afrique et en Asie. Donc on a là des engagements forts. Il y a des engagements sur la sécurité parce que la mortalité est forte et une réduction du nombre de résidents urbains et ruraux qui n'ont accès à aucun moyen de transport motorisé. Alors, voilà. Donc le réseau routier, là, il est traduit essentiellement dans les grands axes interrégionaux. On voit en pointillé les zones qui ne sont pas revêtues et le petit diagramme représente l'état du réseau routier avec en noir les zones qui sont considérées comme étant de bonne qualité. Donc en général, elles sont bitumées, elles sont praticables en toute saison. En blanc, orné de noir, ce qui est médiocre, mais ça veut dire que c'est utilisable à peu près en toute saison. Et le reste, c'est une partie du réseau dont la disponibilité n'est pas continue ou dont l'utilisation est particulièrement difficile. Donc on voit que cet état du réseau est particulièrement critique. Dans le réseau routier tel qu'il est présenté sur ce diagramme, j'y reviendrai plus en détail après, on voit qu'il y a des grands axes principaux en Afrique de l'Ouest qui vont desservir les pays enclavés, et des axes dans la zone Afrique de l'Est, qui sont aussi des réseaux qui desservent les parties enclavées. Alors, le prix du transport routier est particulièrement élevé, et il faut bien avoir en tête que le prix n'est pas le coût. Toutes les analyses de la Banque mondiale et toutes les analyses qui sont produites pour analyser cette anomalie du prix insistent sur le fait que le prix est en grande partie constitué d'un coût, qu'on va regarder plus en détail, et d'une marge bénéficiaire extrêmement élevée qui est utilisée pratiquement comme une rente. Les coûts du transport routier sont à peu près les mêmes en tenant compte que le parc est très très vieux, on verra pourquoi il est vieux, mais le parc de camions est particulièrement âgé. Le parc est en surnombre, il y a en moyenne, suivant les analyses, entre 3 et 5 fois trop de camions par rapport aux besoins réels du trafic. Et cela conduit donc à des coûts variables qui sont élevés à cause du parc qui est ancien, mais quand les camions sont vieux, l'entretien est moins coûteux aussi, donc c'est en partie compensé. Il y a bien sûr le coût du carburant qui est un coût relativement élevé. Le carburant est coûteux parce que son approvisionnement est lui-même coûteux. Par contre, les coûts fixes sont particulièrement bas, puisque le coût d'un conducteur de camion en Afrique est considérablement plus faible que le coût d'un conducteur de camion en Europe, par exemple. Alors, les péages ouest-africains, en particulier ouest-africains, existent. Ce sont des péages qui ne vont dans aucune caisse de développement du réseau routier, et leur montant est assez comparable au coût des autoroutes en Europe. Bon, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Bon, il ne profite pas à l'amélioration du réseau, mais ça reste en termes de coûts de transport, en termes de coûts variables, un montant qui est du même ordre de grandeur que ce que paye un camionneur européen. La qualité du service est particulièrement médiocre et les durées de transit sont longues, aussi bien dans le port pour le chargement-déchargement que dans le parcours lui-même. Mais ces durées de transit ne sont pas directement liées à l'état des routes. Les conducteurs passent beaucoup plus de temps à remplir les papiers et les formulaires au moment des passages de frontières que pour faire parcourir le chemin, même s'il y a des endroits où le parcours est particulièrement difficultueux. Donc, cette durée de transit est largement le résultat de règles et de règlements complexes et de prestataires peu efficaces et de barrages routiers et de procédures beaucoup trop lourdes. Bon, je passe sur les perspectives régionales, ce n'est pas le plus important. Donc, si on regarde maintenant le cas particulier des pays enclavés, qui ont une double difficulté, ils subissent ces coûts de transport et ils sont en plus dans des situations où ils doivent négocier avec les pays qui les desservent. Donc, ils ont une double pénalité. Ces grands corridors sont ceux de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, tels qu'ils figurent sur cette carte. Et la négociation sur les corridors est une négociation qui vaut à peu près partout dans l'Afrique, qui construit des accords entre le pays desservi et le pays qui contient le port. Ce sont des accords de partage du fret
Et ce sont des accords qui, en général, sont basés sur la notion de file d'attente. Et ces files d'attente conduisent à des organisations monopolistiques où les cartels, finalement, s'entendent entre eux pour se partager un trafic dans des conditions de quasi-monopole de ce trafic total. Donc, prix de temps et transit. Donc, l'impact des cartels sur le prix et le transport, c'est ce que je viens de résumer. Les contraintes réglementaires sont essentiellement la convention bilatérale dont je parlais, qui est une convention de transit qui fixe des quotas, et puis le système du tour de rôle qui répartit ce fret. La surcharge des camions est liée au fait que, pour les opérateurs, c'est quelque chose qui conduit à un coût marginal très très faible, et il est très difficile de mettre fin à cette pratique parce que tout le monde y gagne. Les chauffeurs, les chefs d'entreprise, le commissionnaire, le chargeur et les agents chargés du contrôle, parce que chacun, disons, d'une certaine manière, utilise cette anomalie pour avoir des ressources annexes. Le seul perdant, c'est l'économie, puisque les routes se dégradent, et ce qui avait été mis en œuvre avec les pompes bascules ne s'est pas révélé efficace. Donc, les rapports entre l'état des routes et le coût de l'exploitation fait que, très paradoxalement, un rapport de la Banque mondiale souligne le fait qu'il n'est pas du tout évident que l'état des routes soit une contribution significative à l'anomalie des prix de transport, et il conclut même que c'est un effet quasi négligeable, c'est-à-dire que ça n'a pas de grande importance d'améliorer l'état des routes si on ne trouve pas une solution au blocage dû à une régulation excessive. Alors, si on regarde les transports terrestres et la mobilité en zone rurale, la situation est totalement différente. Et là, il y a besoin de construction de routes, parce que les zones rurales sont réellement très très mal desservies. Et les investissements doivent concerner l'ensemble du système de transport. On a une sous-densité qui pénalise énormément les zones rurales. Actuellement, 34% de la population rurale seulement vit à moins de 2 km d'une route praticable en toute saison. Ça suppose une isolation et une coupure entre ces populations rurales et le reste des populations qui est particulièrement pénalisante. Toujours dans ce problème de la mobilité, le rôle des femmes dans le transport quotidien est incroyablement important, il est tout à fait surprenant. L'effort réalisé par les femmes consiste à porter une charge de 20 kg sur des distances moyennes de l'ordre de 3 à 4 km, sans compter les enfants dans le dos. C'est elles qui assurent l'essentiel du transport en zone rurale. Alors, les hommes eux-mêmes portent considérablement moins, je crois qu'il y a un rapport 4, je l'ai écrit quelque part, c'est tout à fait singulier. Les hommes ne contribuent pas à cette activité de mobilité et il est très difficile de mettre fin à cette inégalité des sexes parce que c'est profondément culturel et qu'il est difficile de faire changer les comportements culturels. Alors, il existe bien sûr des moyens intermédiaires de transport, c'est connu, ça va de la bicyclette, enfin, ou du moins de la remorque de bicyclette, à la brouette, aux animaux de trait, etc. Et de plus en plus, on insiste sur la nécessité de développer ces moyens, qui sont des moyens pratiques, qui sont des moyens réels. Néanmoins, la diffusion des moyens intermédiaires de transport, même si elle est encouragée, elle est très difficile pour des raisons culturelles, parce que le réseau lui-même est mauvais. Il y a eu beaucoup d'échecs d'utilisation de brouettes, parce que l'utilisation des sentiers ne permet pas d'utiliser rationnellement des brouettes ou des remorques ou des véhicules de ce type. Et ce problème d'infrastructure est réellement bloquant. Les expériences, donc, les seules expériences réussies ont été faites à des échelles très très locales, en impliquant à maxima la population féminine conservée, sachant que les hommes, s'il y a des moyens intermédiaires de transport, s'ils se les approprient, ont tendance à ne pas en priver l'usage, des femmes. Voilà, pour des raisons essentiellement de prestige. Donc la croissance des besoins de déplacement motorisé est néanmoins tout à fait réelle et cette croissance, elle est aussi liée à l'étalement urbain, puisque l'étalement urbain fait que peu à peu, les villes rejoignent la campagne et on a vu tout à l'heure sur une illustration à quel point elles ont des étendues considérables. Et ces étendues ne sont pas résolues par les véhicules privatifs, puisqu'il n'y a en gros que 30 à 40 véhicules pour 1000 habitants, et il n'y a que le Maghreb qui a un niveau d'équipement à peu près significatif. Ceci conduit actuellement à une très très forte exclusion de la mobilité pour des minorités très importantes, sachant que la marche à pied est le seul moyen de locomotion
possible sur des étendues et sur des distances qui sont tout à fait considérables et qui font que les gens ne peuvent pas trouver un travail, ne peuvent pas trouver un emploi avec une contrainte pareille. Donc il y a une inadéquation de l'offre et de la demande avec des coûts de trajet très élevés. Le post-déplacement atteint jusqu'à 25% des budgets des ménages à Douala et à Conakry, ce qui est tout à fait stupéfiant et en tous les cas forcément difficile à gérer. Donc les problèmes municipaux principaux, on les connaît, donc c'est une population urbaine en croissance, un étalement des zones urbaines, des conflits, une crise du transport en commun puisque les villes en général n'ont pas su entretenir leur parc d'autobus, en remplacement une économie s'est développée autour des minibus, mais cette économie encombre les routes, elle n'est pas d'une grande efficacité. Donc il y a engorgement, mauvaise utilisation des flux de circulation, absence d'aires de stationnement. Donc en gros, l'urbanisation est trop sauvage et nécessiterait un peu de régulation. Et même en zone urbaine, la quantité de routes revêtues est très faible. Moins de la moitié des routes sont revêtues dans ces nouvelles zones urbaines. Donc on a un problème de qualité des routes qui est peut-être plus important dans les zones urbaines en voie d'extension qu'elle ne l'est dans les grands corridors inter-États. Donc la sûreté, il y a un niveau de mortalité sur les routes particulièrement élevé. L'Afrique est le pays qui a la plus grande insécurité routière alors qu'il a un parc tout petit. Donc en conclusion, transport et mobilité posent des problèmes importants au niveau interrégional, rural et urbain, et chacun de ces niveaux est singulier, avec des problèmes réels qui exigent des solutions rapides et profondes, et l'amélioration est nécessaire pour favoriser le développement, mais aussi pour combattre l'exclusion des plus pauvres. Voilà. Alors ça, c'est une photo qui a fait le tour du web, je vous la propose parce que, voilà, elle a au moins le charme d'être gaie. Voilà.